Alors, deuxième partie, quelques pistes très modestes, bien entendu, pour lancer le débat. À partir d'une étude scientifique sur ce qui est en train de se passer d'abord en Bretagne. Alors, c'est une étude que j'ai faite auprès de 82 secteurs d'activité liés à la nomenclature de l'INSEE. Et ce que je constate, c'est que l'évolution de l'emploi en Bretagne, c'est une forme de sablier. En haut, premier triangle, vous avez un progrès de ce que Philippe Julien appelle les fonctions stratégiques. Et c'est très bien. C'est-à-dire que ce sont des fonctions décisionnelles. Des chefs d'entreprise, des gens qui quittent Paris pour venir dans le Val-de-Vannes, qui montent des petites startups, des gens, je parlais des programmateurs tout à l'heure de l'informatique, donc des emplois de haut niveau, des gens qui reviennent au pays aussi, puisque les Bretons sont bien formés, hein, qui développent des activités, et un emploi tertiaire assez décisionnel qui se développe, notamment dans le Pays de Galles, mais aussi ailleurs, avec effectivement, ça c'est tout bon, parce qu'on connaît aujourd'hui l'importance clé des fonctions stratégiques pour le développement. Hein. Philippe Julien dit qu'un emploi stratégique, ça crée 4 emplois induits. Et je n'ai pas le temps de détailler les fonctions stratégiques et 12 secteurs d'activité stratégique, on pourra peut-être en parler dans le débat. Et donc c'est un effet d'entraînement sur l'emploi global. Et surtout, ça opère un rééquilibrage, puisque les analyses de Philippe Julien montraient qu'on avait 818 000 emplois stratégiques à Paris, et non pas en Île-de-France, et 70 000 en Bretagne. C'est-à-dire la Bretagne, au niveau population, 4,3 millions d'habitants, est 2 fois plus peuplée que Paris, et on a donc 11 fois moins d'emplois décisionnels que la capitale. Donc le rééquilibrage est nécessaire. Il s'agit de créer un pouvoir de décision breton pour évidemment maîtriser quelque chose. Deuxième point, c'est que, à l'inverse, le triangle du bas de mon sablier, on voyait une explosion, une très forte croissance d'une économie davantage tertiaire, et on reviendra à ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur les risques du tertiaire, avec 2 niveaux. Tertiaire ou serviciel. Premier point, le tertiaire, ça concerne des services à la personne. Puisqu'actuellement, on a le phénomène très important de vieillissement des populations, hein, la silver economy, l'or gris, et toute une série de mots là-dessus, et que les dispositifs de retraite sont assurés, il y a effectivement des gens relativement riches qui ont besoin de différents services, hein, dans ce qu'on appelle des seniors, pour entretenir leur maison, faire du jardinage, du bricolage, etc. Et on a tout un vivier d'emploi qui existe pour l'instant et va se renforcer pour l'instant, tant que les retraites sont distribuées, notamment dans les communes littorales riches, hein, où là, effectivement, il y a toute une série de personnes qui ont les moyens et auxquelles on peut proposer, avec des procédures dans la boîte de lettres, on a pas mal de sociétés qui se développent là-dedans, différentes aménités pour se limiter les déplacements, faire les courses, etc., s'occuper du jardin, etc. Donc ça, c'est le premier volet. Deuxième volet plus étonnant, et là, l'INSEE le dit très mal, c'est également la forte progression d'un emploi beaucoup plus informel. C'est-à-dire que les gens qui sont dans la panade, dans la grosse difficulté, aux minimums sociaux, ne restent pas tous loin de là dans le même sabot, et qu'on voit apparaître toute une série de personnes qui reviennent à la terre pour subvenir à leurs besoins élémentaires. C'est une forme d'économie de la précarité, avec des gens qui achètent, souvent dans le centre-Bretagne d'ailleurs, des gens qui achètent une maison, qui achètent un motoculteur, qui bidouillent, qui font du troc, qui échangent du bois contre telle ou telle chose. Donc toute une économie informelle avec beaucoup de troc, que n'aiment pas beaucoup d'ailleurs certains services de l'État, parce qu'il n'y a pas d'impôt non plus, hein, et qui se développe énormément. Alors on dira, oui, c'est pas trop visible. Sauf que on est en train de suivre un peu ce qui s'est passé aux États-Unis avec l'essor du libéralisme aussi, où globalement, les métropoles, c'est effectivement les emplois tertiaires et tout, les paysans, mais on oublie aux États-Unis qu'il y a toute une part de population qui vit comme ça dans des niches, en fait, hein, et qui vivote, mais en créant des petits emplois qui sont modestes, qui ont le mérite d'exister, et qui parfois aussi créent des filières locales qui sont pas inintéressantes sur les circuits courts, l'économie de proximité, voire même créatrices d'emplois. C'est-à-dire qu'on en revient à ce que je veux développer maintenant, c'est-à-dire l'économie un peu de proximité, mais qui a aussi qui recrée des choses un peu basiques, mais qui ont le mérite d'exister et de créer des emplois, qu'il ne faut pas négliger. Au milieu de ce sablier, le goulet d'étranglement concernant les emplois industriels. Et dans toute l'évolution en Bretagne, on le voit pour la sidérurgie, on voit les deux secteurs qui résistent un peu mieux, c'est la plasturgie et jusqu'il y a 2 ans les industries des bâtiments, mais qui commencent beaucoup à souffrir avec la crise des bâtiments maintenant. Donc tout l'emploi industriel est
fortement attaqués. Et ça, évidemment, c'est dramatique. Alors, ce bilan dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors que deux pistes fondamentales pour moi de réflexion, pour tenir mon temps et lancer le débat. D'abord, je crois qu'aujourd'hui, il faut se réveiller pour une économie productive. Le point crucial que tous en Bretagne doivent dire, pour lequel ils doivent se batailler, c'est qu'il faut produire des richesses. Un pays qui ne produit pas des richesses, qui importe ses taxes, ses écrans plats, son alimentaire, ses événements, n'a strictement aucun avenir économique. Et c'est vrai que Paris, avec cette vision de tout tertiaire, nous a leurré d'une économie de redistribution qui est dramatique. Je donne un exemple, c'est le leurre qu'il y a eu un moment sur l'économie résidentielle ou présentielle. En gros, il faut accueillir des personnes âgées et ces gens-là, ayant une retraite, vont donner de l'emploi aux jeunes, vont dépenser et ça fera tourner l'économie. Beaucoup de communes touristiques se sont lancées dans ce dispositif et pour l'or, je te disais, oui, ils créent de l'emploi. Pour combien de temps? C'est la question. Par contre, au niveau de l'espace, cela crée des problèmes tout à fait importants dans les communes, au niveau territorial et au niveau temporel. Au plan territorial, d'une part, eh bien, on constate que ces communes sont souvent désertes 10 mois sur 12. Une sorte de village un peu fantôme pendant tout l'hiver. D'autre part, elles sont souvent surendettées puisqu'elles doivent faire des équipements en fonction du pic de fréquentation estivale, stations d'épuration disproportionnées, parking immense, alors qu'ils sont déserts souvent pendant la majeure partie de l'année, et des problèmes dans le temps aussi, parce que cela suscite souvent, avec la hausse très forte du prix du foncier, l'exclusion des jeunes, donc une forme de ségrégation socio-spatiale, fermeture des écoles, et cette économie résidentielle ou présentielle. Alors, au niveau économique, ça tient pour l'instant à peu près la route, mais quid de l'avenir, mais surtout, elle a des effets parfois désastreux dans les territoires, quand on peut avoir en Bretagne jusqu'à 70-75% de résidences secondaires dans certaines communes, le territoire devient mort, d'autant que certains, parfois qui sont là 2 mois par an, sont les pires obstacles pour développer des projets économiques. On le voit dans beaucoup de communes littorales. On a une thèse d'Arnaud Lecourt que j'avais dirigée à Rennes 2, qui démontrait que les conflits aussi sur les littoraux étaient 2,4 fois supérieurs que dans les cantons de l'Argoat. C'est-à-dire que le littoral devient une sorte de foire en poil. Les gens ne sont pas d'accord sur des projets véritablement partagés. Donc, il faut une économie productive. Dans ce cadre, les stratégies. Elles me semblent de 2 ordres et il faut, je crois, essayer, alors c'est compliqué, mais essayer d'avancer sur 2 pieds. Le premier pied, c'est de réaliser non plus une économie sur les territoires, mais une économie par les territoires, ce qui est complètement différent, à savoir, dans vos communes, dans vos pays, dans vos communautés de communes, etc., regarder, étudier, analyser toutes les richesses, le potentiel de richesse qui existe sous les pieds des gens et qu'on ne met pas en valeur. C'est-à-dire que ce premier point consiste à une économie de substitution pour, par rapport à des importations, les limiter au maximum de façon à produire des richesses tangibles, des richesses monnayables. C'est parfois des petits boulots, mais c'est toujours ça de prix. Je donne 2 exemples dans l'énergie et l'alimentaire. Pour l'énergie, la Bretagne importe 89% aujourd'hui de l'énergie qu'elle consomme. Donc, il y a 89% du marché à prendre. Et on a plein d'exemples, on peut citer Bégane, dans le pays de Redon, avec les cigales, etc. Et on a plein d'exemples aujourd'hui, certains d'entre vous d'ailleurs doivent les animer, de projets qui démarrent où les gens se ressaisissent en fait, recréer de la valeur à partir des richesses territoriales, le vent, la houle, etc. Je prends l'exemple du Méné. Le petit pays du Méné, donc de 6500 habitants, a fait une étude montrant qu'ils importaient 8 millions d'euros d'énergie par an. Ils ont fait un projet un peu fou, Méné 100% autonome au niveau énergétique, et ils ont lancé une filière bois. Ils ont, avec 36 éleveurs porcins, obtenu, après 11 ans de bagarre par rapport aux centrales énergétiques françaises, obtenu une usine de méthanisation qui est donc nourrie par 36 éleveurs porcins, et ils sont arrivés déjà à 35% d'autonomie énergétique.
faites le calcul, hein, c'est 2-3 millions d'euros gagnés pour la population. Au niveau énergétique, il y a plein de choses à faire dans le territoire, à partir de toutes les richesses qui existent en Bretagne, j'en reparlerai. Deuxième point pour l'alimentaire, et là c'est pareil. Un restaurateur dans le coin de Saint-Brieuc me disait qu'il avait du mal à trouver des pommes en Bretagne pour s'en servir, pour servir des produits régionaux dans la population. C'est des petites productions, mais ça crée aussi des emplois, ça limite les importations. Il y a tout ce vivier d'une économie enracinée qui est à privilégier pour permettre au moins aux gens de s'en sortir. Se nourrir, se chauffer. Je disais, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Il est possible qu'on soit obligé de se préparer à une économie de la précarité. Deuxième pilier après, c'est évidemment essayer d'appuyer sur des dynamiques de filières industrielles, de filières productives. Et là, évidemment, quelque chose sur lequel on ne peut rien lâcher, c'est notamment l'agroalimentaire en Bretagne. Je vous livre le synopsis d'une lourde étude que j'avais faite auprès de 1200 entreprises. Essayons de voir finalement que représente l'agroalimentaire en Bretagne. Jusqu'où on a plus de 3% de paysans et l'INSEE nous dit que c'est 6% du PIB consacré que génère l'agriculture. Ça me semblait surprenant et j'ai enquêté auprès de 1200 entreprises, soit dans l'agroalimentaire, soit non agroalimentaire, des banques, des assurances, Groupama par exemple. Et je me suis rendu compte, au minimum, je n'ai pas triché, qu'en fait un tiers de l'économie bretonne est liée en amont ou en aval à la présence de 3% de paysans. C'est-à-dire que s'ils ne peuvent plus produire les minerais, c'est un tiers de l'économie bretonne qui est détruit. Puisque en amont, vous avez tous les fournitures d'aliments, tous les bâtiments de construction, donc tout ce qui concerne la distribution des produits avec, par exemple, évidemment, les 2000 camions qui circulent chaque jour pour transporter les produits, etc., les servir les fermes, ramasser les productions, aller vers l'agroalimentaire, les transformations agroalimentaires, les assurances, les activités vétérinaires qui sont les plus rentables de France en raison de l'élevage, etc. Vous prenez la chaîne de ce que représente, c'est un peu pareil pour la pêche d'ailleurs, mais vous prenez la chaîne de ce que représente l'agroalimentaire, c'est tout à fait considérable. De surcroît, il y a en Bretagne des produits d'exception, des produits fabuleux. À une époque où il va falloir nourrir les hommes, on va passer de 6 milliards à 9 milliards d'êtres humains, où la production, d'ailleurs, la consommation carnée progresse, parce que la grande spécialité c'est l'élevage, et où en fait se posent des problèmes de traçabilité. Donc il est évident qu'ici, la marque, l'appellation bretonne, on a en plus la chance d'avoir une sorte de corridor céréalier qui protège de certaines épizooties en provenance d'autres territoires. Ici, ça peut être, vous avez vu les scandales liés à la vente des chevalettes et autres, il y a vraiment une sorte de label breton, alors, qui est complexe, hein, parce qu'on a aussi des productions de masse, essentiellement destinées à l'export, et qui ont aussi une valeur. On importe la moitié des poulets qu'on consomme en France actuellement, et on est concurrencé alors, par les Allemands, je ne peux pas trop détailler ça, mais les millilitres de lait importés en Bretagne, faits par un Allemand, c'est 60 € moins cher que ceux produits ici. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a le dumping social, d'une part, parce qu'on a fait l'Europe économique, l'Europe de circulation, on n'a pas fait encore l'Europe sociale, il y a des gens qui sont payés au lance-pierre, et c'est vraiment pas une forme d'esclavagisme des temps modernes, mais c'est quand même très dur pour certaines personnes. Et surtout, les Allemands, on leur a autorisé à faire de l'énergie depuis très longtemps, ce qui fait qu'un agriculteur allemand gagne 30% de son revenu en fabriquant de l'énergie. Donc on est dans des logiques très très difficiles où les groupes aujourd'hui sont en situation délicate par rapport à la concurrence internationale, mais il faut à tout prix tenir. Et dans ce cadre-là, des taxes comme l'écotaxe sont tout simplement insupportables. Bon, vous savez qu'il y en a un qui est tombé dans le Finistère. Les projets, c'était, comme il y en a 15 en Bretagne, c'était d'en enlever un tous les 15 jours, et dans 4 mois, c'était fini. Hein. Il y a beaucoup de vent dans la région, disait un copain. Mais c'est vrai qu'actuellement, on a des chefs d'entreprise qui sont à bout. Et on est au bord vraiment d'une explosion sociale, principalement dans le Finistère, qui est consacrée par les crises de l'œuf, les crises cumulées de différents secteurs. Donc, il y a là-dessus urgence à maintenir, à conforter des filières, en donnant aussi à la Bretagne le droit à l'expérimentation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le labyrinthe des normes en France empêche considérablement les gens d'entreprendre.
L'esprit d'entreprise. Un paysan, c'est 7 heures par semaine, et qu'il a à remplir des papiers, souvent les meubles et tout, ça devient invraisemblable.